Le mois dernier, la marque Youthforia a mis le feu à Internet après avoir sorti un fond de teint extra sombre surnommé Blackface par les internautes. This should be a crime. Beauty backlash for a makeup company. You are going to feel like you are being hate crime. Une marque de maquillage aux États-Unis crée la polémique. Not only is it not inclusive, it's insulting. Un concept jugé extrêmement irrespectueux et même raciste par certains. La foule a été choquée au point d'appeler au boycott total de la marque, résultant à la création d'un hashtag spécifique comptabilisant plus de 30 millions de posts sur TikTok. Mais malgré le bruit qu'a suscité cette affaire, rares sont ceux qui en ont réellement saisi les tenants et les aboutissants. Et si le fond de teint Blackface pouvait en fait convenir à certaines couleurs de peau? Sinon, comment se fait-il qu'en 2024, avec l'avancée apparente de la recherche en cosmétique, on puisse sortir un produit aussi outrageant? La réponse à ces questions est plus complexe que vous ne le croyez. Et pour vous le démontrer, on va simplement revenir sur comment tout a commencé et qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'erreur majeure que commettent les internautes, c'est qu'ils tirent des conclusions sur la polémique Youthforia sans prendre encore la psychologie de son initiatrice. Alors que pour réellement comprendre la discussion, il faut revenir aux origines de la marque. Youthforia, c'est une marque de cosmétiques très jeune, fondée par Fiona Ko-chan en 2021 seulement. Et ce que la marque a de particulier, c'est que c'est pas juste du maquillage qui va donner une belle apparence à votre peau. La véritable fonction de la marque provient de l'histoire personnelle de Fiona et de ce qu'on pourrait appeler le syndrome des enfants d'immigrés. I come from a family of refugees. My grandparents fled China for Vietnam, and then my parents fled Vietnam for America. So the emphasis growing up was always have a very safe and stable job. So I went to Dartmouth and then I started my career in the tech industry. Dans son besoin de sécurité, Fiona décroche un emploi très prenant où elle est chargée de vendre des logiciels à des centres de données de par le monde et particulièrement en Asie, ce qui l'amène à souvent voyager. I would actually travel to Asia a lot, and I was always getting on these long 14-hour flights, and I was always falling asleep in my makeup, and I would wake up with just these really bad reactions, these really bad breakouts. Sometimes this would send me to the hospital. C'est là qu'elle se dit, mais tiens, ce serait pas trop génial si mon maquillage était suffisamment sain pour que je puisse m'endormir dedans sans conséquence. Et c'est cette idée qu'elle infuse dans Youthforia en dormant avec chaque produit pendant 2 mois avant sa sortie. Le concept est déjà assez novateur, mais ce n'est pas tout. Le premier produit que va lancer Fiona va dans le même sens puisqu'il s'agit d'un blush à base d'huile qui change de couleur en fonction du pH de votre peau pour une teinte parfaite pour tous, le Bio Blush. Avec toutes ces bonnes idées, Fiona part convaincue de son projet, elle y met toutes ses économies et quand elle arrive sur le marché, tout le monde s'en fout. La seule personne qui achète son blush, c'est sa mère, tous les jours pour l'encourager. Donc c'est plutôt la misère pour Fiona, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Quelques semaines après son lancement, le concept commence à prendre petit à petit sur TikTok jusqu'à devenir carrément viral. This is a blush. มาลอง Blush Youthforia สีใหม่ Customizes automatically to your skin tone. De là, c'est un virage à 360, tout le monde s'arrache le produit, les médias en parlent, les influenceurs relayent l'information et c'est tellement la folie que seulement 1 an et demi après la création de la marque, l'entreprise totalise déjà 2 millions de ventes. Entre-temps, Fiona avait agrandi la gamme avec un primer, un spray fixateur et la suite logique est bien sûr le fond de teint dans lequel vous pouvez passer sereinement toutes vos nuits. Pour concrétiser son idée, Fiona va lever 400 000 $ sur Shark Tank, l'équivalent de Qui veut être mon associé en France. Hi, I'm Fiona Ko-chan. I'm from San Francisco, California, and I'm here seeking $400,000 for 5% equity in my company. Sharks, believe it or not, I woke up like this. No, seriously though. Last night, I was so busy prepping for Shark Tank that I was way too tired to remove my makeup. So I went to bed with makeup on my face, and I'm still looking as fresh as a daisy. No way. On est en août 2023 lorsque Fiona lance enfin son fond de teint. Et à ce stade, Youthforia est une véritable success story. La marque n'a que des retours positifs et toutes les briques sont placées pour que Fiona vive un véritable conte de fées.
Malheureusement, c'est à cet instant précis que va démarrer sa descente aux enfers. I'm using the darkest shade of $4.95 and this is what this product looks like online. But somehow these are the same color, right? One pump. This is the darkest shade of the Youthforia Date Night Foundation. Dans un souci d'inclusivité, Fiona a décliné son fond de teint en 15 teintes, dont 5 pour les peaux noires allant du médium au sombre. Et au vu du bruit que la marque a généré, les personnes noires ont voulu tester. Principalement une, c'est l'influenceuse Gloria George. Et c'est sans grand étonnement, Gloria est connue pour tester les teintes les plus sombres des fonds de teint de diverses marques pour aider les membres de sa communauté dans leur choix. Elle en a fait le concept de ses réseaux sociaux. Sauf que le test de Youthforia va tourner au désastre. Il y a 2 problèmes qu'on peut relever de l'expérience de Gloria. Le premier, c'est que la teinte telle qu'elle apparaît sur le site de Youthforia n'a rien à voir avec ce qu'elle est en réalité. Elle est en fait beaucoup plus claire. C'est pas juste Gloria qui est allée chercher une teinte qui n'avait rien à voir avec la sienne. Et ça a laissé les internautes à penser qu'il y a eu falsification d'images sur le site internet de la marque. Ce qui est assez grave, surtout lorsqu'il s'agit d'acheter un fond de teint en ligne où vous ne pouvez vous fier qu'à ce qu'on vous montre à l'image. Le second problème qu'on peut relever découle du premier, et ça c'est Gloria qui l'exprime ainsi que les clients de la marque Youthforia même, c'est qu'ils déplorent le fait que la marque se soit arrêtée à une teinte si claire malgré le fait, et ça c'est très important à retenir pour la suite, malgré le fait de clamer qu'elle est inclusive. C'est après cette vidéo et le bad buzz qui a suivi que Fiona décide de se rattraper et elle publie une vidéo pour s'excuser. It was my intention to launch this as a proof of concept, see if people even liked the base formula, figure out if the entire project is such a flop that we have to start over and everything that we've ordered just goes into landfill, or we can kind of extend and expand. Elle évoque les limites financières comme raison pour laquelle elle n'a pas lancé une gamme plus large en termes de teintes pour les peaux noires. Et franchement, si on veut parler purement entrepreneuriat, lancer une gamme de maquillage que vous aurez créée de A à Z, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. J'ai déjà détaillé plusieurs fois sur cette chaîne les différentes étapes de création d'un produit cosmétique, mais imaginons que je veuille lancer mon shampoing, grosso modo, je vais devoir le formuler, c'est-à-dire décider de quels ingrédients vont rentrer dans la composition de mon produit, en quelle proportion, le soumettre en test en laboratoire et en situation réelle pour m'assurer que les ingrédients que j'ai mélangés là ne vont pas genre brûler le crâne de mes futurs clients, le produire. Là, ma formule est prête et inoffensive. C'est le moment de fabriquer mon shampoing en plusieurs pièces que je vais pouvoir vendre. Chaque phase a un coût, mais dans mon exemple, moi je suis à l'aise. La fonction d'un shampoing, c'est basiquement de laver les cheveux. Je peux donc faire correspondre ma formule à un maximum de personnes à la fois. Dans le cas d'un fond de teint, la fonction attendue est de masquer des imperfections, donner bonne mine. Il faut donc que le produit se fonde parfaitement avec le teint de chacun, sachant que des nuances de peau, il y en a pléthore. Ce qui fait que si moi je veux lancer une marque de shampoing, je peux limiter mon budget à une production de 100 000 unités par exemple. Fiona, elle, doit d'abord décliner sa formule en 15 coloris différents pour couvrir un maximum de personnes, puis produire 100 000 unités x 15. Tout d'un coup, le budget pour amorcer le projet n'est pas le même. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais Josiane, en cosmétique, les coûts de production sont dégressifs. Plus tu produis, moins tu payes, donc au final, c'est pas si cher. Et Fiona a levé 400 000 $ sur Shark Tank. Les gars, quand bien même un fond de teint vous coûterait 20 centimes à fabriquer, ce qui est déjà pas beaucoup, vous déclinez ça en 15 teintes x 100 000 unités de chaque et vous êtes déjà à 300 000 $. Les 3/4 de l'argent sont partis, sachant que je n'ai pas pris en compte la R&D, la logistique, le design des produits, la publicité. Fiona a elle-même publié des vidéos sur ses réseaux sociaux où elle dit ne pas s'être complètement remise financièrement depuis la création de son entreprise. Mais ça, c'est aussi dû à des erreurs financières que les jeunes entrepreneurs commettent souvent au départ. I lost $25,000 before starting my business. Some of our early prototypes kept failing. Going costs were just so expensive. I knew in my gut that I had to find another manufacturer. Switched manufacturers and lost my $25,000 deposit. Se faire arnaquer par un fournisseur, payer des choses dont on n'a pas besoin, c'est extrêmement commun aux novices de la cosmétique.
Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut réellement faire, ils n'ont pas suffisamment d'informations. Si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques, je vous conseille toujours de vous renseigner au maximum. En barre de description, j'ai une formation totalement gratuite qui vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre pour vous lancer. Allez vous inscrire, ça ne vous coûte rien, mais ça peut vous faire économiser quelques milliers d'euros. Mais il faut quand même se l'avouer, le manque de fonds, ce n'est pas une raison pour avoir une différence entre la teinte qu'on voit sur le site internet et la teinte réelle. Et ça n'empêche pas non plus de faire la dernière teinte, un peu plus foncée, de sorte à couvrir plus de catégories de nuances de peau. Fiona semble le comprendre et promet de revenir avec des teintes plus foncées très vite. Ce qu'elle va faire seulement quelques mois après son annonce. Fin avril 2024, la gamme de fond de teint Youthforia est enfin élargie et à la demande de sa communauté, Goloria refait un test. Sauf qu'à ce moment-là, tout le monde est loin d'imaginer à quel point la situation va dégénérer. Which side of my face is the black face paint or the Youthforia foundation? You can't tell. You know why? Tar in a bottle. This is jet black face paint, and this is the darkest shade of the Youthforia Date Night Foundation. Là, pour être noir, le fond de teint est noir, c'est-à-dire vous pouvez pas faire plus inclusif. Plus sérieusement, sur la vidéo de Goloria, on voit clairement que le fond de teint est trop foncé pour elle. La première réaction des internautes a été de lui dire « Mais meuf, t'es teubée, c'est juste pas ta teinte. » Mais il y a des personnes qui sont plus foncées que toi, eux ça va leur aller. Et ça, c'est la première incompréhension des gens sur ce scandale. Undertones are skin hues, and which are the colors beneath the surface of the skin. You shouldn't confuse with skin tone, which is how light or dark your skin is. Undertones are considered as the skin tone's color temperature. Tout humain possède une nuance à sa couleur de peau. C'est ce qu'on appelle le sous-ton qui peut être rangé en 3 catégories, chaud, froid ou neutre. There are 3 primary colors in your skin undertone: red, yellow, and blue. With the inclusion of black and white, you could essentially make any color. Alors, pour qu'un fond de teint se rapproche le plus de votre couleur de peau réelle, il faut qu'il soit également nuancé, qu'il allie plusieurs couleurs primaires de sorte à prendre en compte le sous-ton. Le problème du fond de teint Youthforia, c'est qu'il n'est pas nuancé, il est purement noir. So this is one of Youthforia's lightest foundations. If you look here at the bottom of the ingredient list, you'll notice 3 different ones: titanium white, red, and yellow iron oxides. Pretty much the only colors you need to make a lighter shade of foundation. But then if we look at their darkest shade, the ingredient list tells a different story. Here there's only one pigment, CI77499, which is just black iron oxide. No other colorants. This foundation literally only has pure black pigment. Here's a close-up if you missed it the first time. And before folks say, oh, maybe it's meant as a mixing pigment, that makes no sense. Anyone who's ever taken an art class will tell you that black is a terrible pigment to mix with, because it just makes things gray and muddy. Quand on l'explique de cette façon, ça fait plutôt sens. Mais il reste un petit détail qui fait douter tout le monde. C'est que sur le site de Youthforia, on voit des gars à qui la teinte semble aller parfaitement. Sur cette photo, il est impossible de distinguer à quel endroit le sujet porte le fond de teint de la marque et à quel endroit sa peau est nue. Et ça, c'est bien la preuve que le fond de teint va à des humains, n'est-ce pas? I don't believe either one of these men are wearing a full face of 600. I think they manipulated it. It looks like he has 600 on in the first shot, then blending in 590, then back to pumping shade 600, then back to 590 again. When they cut to using 600 in the next shot, you can clearly see that it's too dark for Alvin's skin tone. Note that she's also using a beauty sponge, which will give the lightest coverage possible. For a brief second, the shot gets cooler, and it looks like Alvin, to me, it looks like he has a bruise on his cheek, but that's the foundation. Franchement, dire que ce fond de teint peut aller à un Soudanais ou à un Sénégalais parce qu'il a la peau très noire, ce serait comme dire qu'une personne très blanche peut utiliser la peinture qu'il y a sur ce mur comme fond de teint. Soyons sérieux, peu importe à quel point vous êtes blanc, vous n'êtes pas littéralement blanc, vous êtes une nuance de beige. Et ça paraît tout de même gros de faire une erreur pareille, sachant que les produits sortent de laboratoire et sont créés par des gens supposément qualifiés qui arrivent à sortir des produits révolutionnaires comme du fond de teint dans lequel vous pouvez dormir la nuit. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour en venir à un échec pareil?
Product development is centered around intention. You need representation inside those labs to make sure that you can develop the shade ranges that you need if you're not going to bring in outside support. You need to be thorough and you need to be using real human skin. There is no way to develop a shade range without physically putting it on human skin. Quand on analyse la situation, on se rend vite compte de 4 facteurs déterminants. Le premier est que si on se base sur la procédure à suivre pour créer un fond de teint, on se rend vite compte que Fiona a un peu pris les choses à l'envers puisqu'elle n'a pas testé sa teinte en situation réelle, c'est-à-dire sur des humains, avant sa sortie. Comment on le sait? Fiona a elle-même publié une vidéo où elle dit galérer à trouver des modèles pour son shooting photo seulement quelques jours avant le lancement du fond de teint. Elle doit donc se rendre au centre commercial à la recherche de noir. Looking for a model for the darkest shade of Euphoria Foundation days before launch. I don't have enough time to do a full photo shoot. I'm on the other side of the world, street casting and getting ghosted. Alvin and Jack graciously agreed to be our models. We don't have a ton of time. We went to a mall and decided to do a photo shoot at the mall. Si on est à quelques jours du lancement et que c'est maintenant que tu cherches des modèles, tout porte à croire que personne n'a testé le produit pendant sa phase de création. Sinon, il aurait juste suffi de demander aux testeurs de participer au shooting plutôt que des messieurs lambda trouvés au centre commercial. Le second facteur n'est probablement pas celui que vous croyez parce qu'il ne s'agit pas d'un élément technique ni quoi que ce soit. En fait, il s'agit du facteur le plus humain et le plus répandu de la Terre, l'ego. Imaginez 2 secondes. Vous venez de sortir votre marque, vous ne recevez que des compliments. Vous apparaissez dans les médias les plus renommés, vous levez des sous sur Shark Tank. Et là, vient votre premier bad buzz. Le réflexe est de se dire, pour couvrir ce bad buzz, il faut que je porte un grand coup, que je fasse quelque chose d'encore plus mémorable pour faire oublier ma bêtise. Dans la même vidéo où Fiona recherche des noirs, on la voit comparer son fond de teint avec les teintes les plus foncées de Fenty Beauty. We found matches for most of our shades except for our dark shade. References is Euphoria's darkest shade versus Fenty's darkest shade. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois pour comprendre pourquoi elle s'apercevait pas à ce moment-là qu'il y avait un problème. Parce que normalement, c'est au moins à partir d'ici que tu dois te dire mais pourquoi est-ce que même la teinte la plus foncée de la marque plébiscitée comme la plus inclusive est plus marron que noir charbon? Ok, elle n'a pas créé le fond de teint avec des vrais gens, mais elle a pu faire un benchmark, ne serait-ce qu'à cet instant T. Pour moi, la seule explication au fait qu'elle ait pu comparer si fièrement sa teinte à celle de Fenty Beauty est qu'elle ait été foncièrement persuadée d'innover, de frapper un grand coup, de créer le produit révolutionnaire, de clouer le bec à tout le monde et d'ainsi complètement renverser le bad buzz initial en sa faveur. Ça fait sens, surtout quand on considère le background de Fiona. La tech, c'est un milieu à innovation rapide qu'elle a peut-être voulu incorporer en cosmétique. Le troisième facteur est tout aussi humain que le précédent. Il s'agit de réagir à un problème plutôt que d'agir avec recul, plan et structure. You know, I thought I was going to have more time to finish shades, but I think we're just going to have to speed up the timeline, change our innovation calendar, and just like get it done. Ideal world, we get this done in 4 months, which is basically we're compressing 2 years worth of work in 4 months, which is crazy. But this probably has a risk of bankrupting the company, which is also very crazy. Pregnant, nobody knows. Fiona ne s'est laissé que 4 mois pour accomplir ce qui était censé prendre 2 ans. C'est pour ces 3 premiers facteurs que personnellement je ne suis pas d'accord avec certaines conclusions des internautes. Beaucoup ont commenté « c'est de la provoque, Fiona aurait sorti exprès son fond de teint goudron pour faire le buzz ». Sauf que ça aurait été complètement stupide d'utiliser le marketing de la controverse pour mettre en avant un produit qui exclut carrément une partie de la population et la fait passer pour une totale ignorante lorsque les valeurs intrinsèques de sa marque depuis le départ sont l'inclusivité, l'expertise et l'innovation. Ce serait prendre le risque de perdre même son cœur de cible. Les marques qui utilisent ce genre de stratégie réfléchissent beaucoup à ce paramètre. Mais on a une autre question. Que Fiona soit ignorante, ok. Elle n'est pas cosmétologue, elle n'a pas de doctorat en l'étude des sous-tons. Mais ce n'est pas elle-même qui crée les produits. Elle travaille avec un laboratoire qui est censé avoir étudié la peau. Comment c'est possible que personne ne se soit rendu compte du problème?
Un détail m'a tout de suite interpellée lorsque j'ai vu le passage de Fiona sur Shark Tank et je n'ai vu personne le relever. Pourtant, pour moi, c'est un élément crucial et le quatrième facteur qui a mené à cette situation. I really wanted to create a universally flattering blush, and so I flew to Korea, met with some manufacturers. La marque Youthforia se revendique elle-même comme une marque d'Asie de l'Est. Bon, je n'ai moi-même jamais été en Corée du Sud. Mais j'ai une ancienne coachée dont je suis très fière qui a créé un lab de soins par photobiomodulation en Côte d'Ivoire. C'est une experte des cosmétiques coréens et elle a vraiment étudié le marché là-bas. Je lui ai demandé si elle pensait que les professionnels sur place avaient une réelle connaissance de la peau noire. Elle m'a répondu que bien que les produits de la K-Beauty peuvent convenir aux peaux noires, ce n'est clairement pas une industrie inclusive. En gros, c'est pas à nous qu'ils pensent ou c'est pas à nous qu'ils étudient quand ils font leur bail, quoi. Sur le plan social, j'ai eu une alternante qui me racontait que quand elle vivait là-bas, les gens venaient lui gratter la peau pour voir si le noir partait. Bon, la situation a peut-être évolué depuis, mais tout ça fait que ça m'étonnerait que ce soit les Coréens qui soient des spécialistes de la peau noire et de nos nuances de teinte. Et c'est tout à fait normal, ils sont spécialistes de ce qu'il y a chez eux, ils règlent leurs propres problèmes. D'ailleurs, à ce sujet, un autre commentaire qui revient souvent, c'est pourquoi les Noirs sont toujours là à demander à être inclus partout et ne vont pas faire aussi leurs propres produits. C'est vrai, si vous avez demandé plusieurs fois à être invité à une fête, on vous a toujours dit non. Pourquoi ne pas organiser votre propre fête? Bon, première chose pour répondre à cette question. Déjà, il faut ramener les choses dans leur contexte. Dans ce cas précis, c'est la marque Youthforia elle-même qui fait la première démarche d'inclure une cible noire. C'est la marque qui se revendique inclusive depuis le début de sa création. Something I really wanted to do was be inclusive at the formulation level, so I think about all skin tones, skin types, textures and ages. Cet extrait a été tourné avant le scandale du fond de teint, avant la vidéo de Gloria, avant quoi que ce soit. La marque se revendiquait elle-même comme inclusive et semblait proposer des variantes foncées de son fond de teint sur son site internet. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que c'est la marque Youthforia elle-même qui envoie ses fonds de teint à tester aux influenceuses noires. Okay, so these are the two shades that they sent me. I told them my shades. As soon as they hit me up and they said they wanted to send me their viral foundation, I was like, okay, let me go on their page, let me see. Just a big shame. I am so glad that I declined 4 months ago when they reached out to me asking if I can collaborate with them. Mais le second point que je vais vous accorder, c'est que de façon générale, au-delà de la polémique Youthforia, la communauté noire exprime effectivement souvent ce besoin désespéré d'avoir des produits adaptés. D'où vient véritablement ce manque? Est-il réel? Quand a-t-il commencé à se faire sentir? Et comment l'industrie de la beauté dans son ensemble, business afro ou non, s'est organisée pour le combler? C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à comprendre. Mes recherches m'ont mené à construire une timeline précise qui permet une fois pour toutes de démêler le pourquoi du comment. Comme pour beaucoup de tendances beauté en Amérique, tout commence à l'ère de la ségrégation. Petite contextualisation historique, les Noirs ne peuvent pas fréquenter les mêmes lieux que les Blancs, on ne va sûrement pas créer des produits de consommation spécifiquement pour eux, et vu leur statut social, on n'imagine même pas qu'ils puissent représenter un marché qui vaille la peine d'être adressé. C'est à partir de ce moment-là que le marché de la beauté afro-américaine devient un marché de niche. Les Noirs font pour les Noirs et des personnalités se démarquent comme Annie Malone, C.J. Walker. Aujourd'hui, elles sont plus reconnues pour leurs produits pour cheveux, mais en vrai, elles vendaient aussi des soins pour la peau, du maquillage. Et dans ce domaine spécifique, un homme en particulier tire son épingle du jeu. C'est Anthony Overton, le premier afro-américain à diriger un large conglomérat d'entreprises. Il crée l'entreprise Overton qui vend notamment des produits d'hygiène, mais surtout une poudre pour visage très célèbre car elle propose des teintes suffisamment foncées pour convenir aux peaux noires. Avec des figures pareilles, les choses bougent pas mal pour les Noirs sur le plan économique. These are the more than 30 employees of the Union Protective Assurance Company, led by President H.D. Waylo, the owners of Stories Watch and Jewelry Repair, the founders of the Tri-State Bank. All are successful Black-owned businesses in Memphis, Tennessee.
Mais sur le plan social, c'est la merde. Ils sont discriminés, persécutés à longueur de journée et un jour, ils se disent, bah, on en a marre au fait. Alors ils déclarent la guerre. The young people burst out the doors of 16th Street Baptist Church and now Bull Connor has lost it. And he deploys the hoses and the dogs, and that is the turning point. La guerre civile part d'un besoin de vivre en paix, mais aussi de se sentir appartenir à la société. Avoir les mêmes droits que tous les autres citoyens, avoir accès aux mêmes endroits, être inclus dans les bails quoi. Donc à ce moment-là, lorsque naît ce besoin d'inclusion, il s'agit avant tout d'un besoin social plus que d'un besoin primaire de produits. Sauf que, une fois que la ségrégation fut terminée et que les Noirs aient été, disons, mieux tolérés dans les magasins, ils se sont évidemment retrouvés en face de marques qui n'en avaient rien à foutre de leurs besoins parce qu'elles ne voyaient pas le potentiel économique. C'est aussi pour cette raison que les magasins eux-mêmes n'étaient pas enclins à référencer des marques afro dans leurs rayons. Marques qui sont alors restées organisées en réseau de distribution parallèle. Les business afro en Amérique sont reconnus pour avoir grandement participé à l'arrêt de la ségrégation. Ils louaient leurs locaux pour des meetings secrets, fournissaient les ressources nécessaires pour organiser des opérations de résistance. Ils ont choisi de lutter pour le bien social, mettant en péril leur propre survie. Il se passe quoi quand le marché de niche devient accessible et suffisamment gros pour attirer l'attention de l'industrie globale? Petit à petit, la concurrence grandit parce qu'il n'y a plus que les Noirs qui peuvent faire pour les Noirs. Ce qui amène les business afro à conquérir avec d'autres marques qui ont non seulement plus de moyens, mais qui ont, elles, accès à ces réseaux de distribution mainstream. La fin de la ségrégation, c'était le risque pour le business tenu par les Noirs de mourir, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit pour la première génération de grosses entreprises. Celle de C.J. Walker est celle qui survit toujours aujourd'hui, mais plus avec la même notoriété. Bon, allez, je simplifie le schéma. En vérité, d'autres facteurs ont contribué à tuer ces marques. La concurrence avec la génération suivante de marques afro, dont certaines qui ont réussi à intégrer les magasins, même si c'était en stock limité. Typiquement, Fashion Fair, créé par Eunice Johnson, dont le développement n'a laissé aucune chance à l'entreprise Overton. Le manque d'accès au financement, une problématique dont on a déjà parlé, notamment dans la vidéo sur Dark and Lovely. Les problèmes inhérents à la marque même, encore une fois, dans la vidéo sur Annie Malone, on a parlé de ses problèmes de couple. Oui, on fait ça aussi sur la chaîne. Donc, au fil du temps, les business des Noirs pour les Noirs se multiplient, mais ne survivent pas tous face à ces challenges qui les rendent d'ailleurs peu visibles pour la majorité des consommateurs. Des marques mainstream commencent à flairer la bonne affaire et proposent des produits pour les Noirs, mais elles sont peu nombreuses. Et comme en plus on s'adresse à une population qui consomme beaucoup de produits de beauté, eh bien la demande est toujours plus forte pour une offre bien trop faible. Viennent alors les années 2000 avec un élément bien particulier qui a complètement chamboulé le monde du maquillage. Fenty Beauty, ce n'est pas la première marque de maquillage inclusive, mais c'est celle qui a le mieux capitalisé sur le marketing inclusif. L'opération a été un succès tel qu'il a démontré le potentiel économique du marché afro et d'autres marques qui rechignaient à pleinement servir ce marché se sont enfin bougées. C'est ce qu'on a appelé l'effet Fenty. Donc, les gens qui écrivent en commentaire « Les Noirs, faites des produits pour vous », les gars, les Noirs font des produits pour eux depuis la nuit des temps, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. La situation est bien plus complexe que ça et en réalité mériterait une vidéo à part. Pareil pour ceux qui disent « Oui, en 2024, on n'a pas assez de produits pour nous ». C'est aussi plus complexe que ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de marque. Bon, il n'y en a peut-être pas assez, ça c'est autre chose encore à déterminer. Mais c'est que ces marques nécessitent encore un travail de recherche actif de la part des consommateurs pour être trouvées. Sauf que ça, c'est pas dans les habitudes du consommateur lambda. Il va toujours se tourner vers ce qui est plus facile pour lui, peut-être parce qu'il n'a pas les outils ou juste il a ses propres problèmes dans sa vie, quoi. Je prends les États-Unis pour modèle, mais cela ne veut pas dire que la situation est différente en France.
C'est vrai que l'histoire de la communauté noire entre ces deux zones n'est pas la même, mais les conséquences sont très similaires. En France, il n'y a pas eu de politique de ségrégation, mais plutôt d'assimilation. En gros, vous voulez être français, vous devez gommer votre différence sous couvert d'égalité. Mais au final, si on ne considère pas votre différence, on ne comprend pas vos besoins réels et on ne les prend pas en compte. Une conséquence universelle qu'on observe de cette non prise en compte de nos besoins, c'est le retard considérable de la recherche et développement en cosmétique et de l'étude spécifique à nos peaux, à nos cheveux. Le fait qu'on soit si peu étudié que même le fait d'aller chez un dermato pour avoir des conseils pertinents, c'est compliqué, alors que le gars est médecin. Ou qu'on ne puisse pas aller chez un coiffeur classique parce qu'on veut garder nos cheveux sur la tête. Mais soit, nos besoins n'ont pas été pris en compte pour certaines raisons historiques, aussi pour le fait qu'on représente une certaine proportion de la population. Si on suit notre raisonnement sur les Coréens qui étudient majoritairement ce qu'il y a chez eux, le continent qui devrait être le plus avancé sur l'étude de la peau noire devrait être l'Afrique, sauf que ce n'est pas le cas. On va pas mélanger toutes les zones, mais le retard technologique qu'on observe sur la zone ouest s'explique par plusieurs raisons. Il y a celles qu'on connaît, la politique, le retard économique, la corruption, etc. J'ajoute personnellement l'obstination à vouloir intégrer des méthodes qui sont juste traditionnellement pas les nôtres. Penser les technologies, l'industrialisation avec une mentalité très occidentale, alors qu'on a toujours eu un rapport très particulier à la nature. Vous savez, c'est comme quand vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que vous voulez absolument faire comme les autres ils font, parce que ça marche pour eux. Sauf que les autres, ils sont eux et vous, vous êtes vous. Donc ce que vous faites, ça marche pas. Maintenant, prenez ce problème et mettez-le à l'échelle d'une nation, à l'échelle de plusieurs nations. Les personnalités africaines qui innovent le mieux, selon moi, sont celles qui ont vraiment compris ce rapport à leur identité. Et en lien avec ça, et spécifiquement dans le domaine de la cosmétique, il faut avouer que le continent africain souffre d'autres maux que s'ils ne sont pas réglés, rendent difficilement envisageable une innovation dans le bon sens. White, 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 dans un pays de noirs. Cancer cutané, allergie au glutathion injectable, mycose. Tout ça, ce sont les conséquences. Tout ça, c'est les conséquences. Aïta, elle aussi, est une ancienne utilisatrice de crème éclaircissante. Parce que j'avais une complexe en fait, parce que je ne me trouvais pas belle. C'est comme si on prenait toute la poubelle dans un autre pays et qu'on l'amène ici en Afrique. Des industriels des pays du Nord gagnent beaucoup d'argent au détriment de la santé des populations. Or, l'Afrique a besoin de ces jeunes en bonne santé et pas des jeunes qui se détruisent.